Salut à tous. Si on nous avait dit en début de saison que l'OGC Nice serait en crise à 9 journées de la fin en étant 6e, eh bien on n'y aurait sans doute pas cru. Et pourtant, le collectif rouge et noir ne ressemble plus à rien. Le génie Farioli est rentré dans sa lampe. Quant aux cadres comme Dante, Todibo ou Thuram, ils perdent pied et peut-être même patience, entraînant les plus valeureux dans leur chute. Le tout sans que l'actionnaire, le lord anglais milliardaire, en ait quelque chose à faire, obnubilé par le grand Manchester. Alors oui, tout est encore possible, comme finir 2e ou 10e par exemple. Perdre au Parc des Princes n'a rien de honteux, mais perdre contre Montpellier ou faire un match nul contre Clermont quand on vise l'Europe, ça l'est. Les supporters ont le droit d'être en colère, car les plus anciens, les plus fidèles, savent ce que le sentiment de gâchis veut dire. Normal, ils supportent l'OGC Nice. C'est le 80e numéro de Gym Tonic et à mes côtés cette semaine, William Imbercé, un peu de rose dans cette sinistre rose. Pour éviter le mot rose. Voilà, t'as vu, on est en rime aujourd'hui, on est bien. Je m'attendais pas à ce mot laïus d'entrée là, bravo. Tu t'y attendais pas, la petite surprise, évidemment. Antoine Dagoulet avec sa nouvelle coupe là, aérodynamique, magnifique. Salut Antoine. Et oui, à la différence de toi, je dois encore aller chez le coiffeur. Et ouais, moi c'est que la tondeuse. Bonjour à tous. Et l'inénarrable François Paturle de retour sur ce plateau. Salut François. Salut Mika, du grand Mika pour l'intro. Tu vas apporter ta bonne humeur, comme J'ai d'habitude, kiffé. on le sait. Allez, notre invité aujourd'hui, c'est l'ancien milieu de terrain brésilien de l'OGC Nice, un homme qui serait très utile dans l'équipe en ce moment, c'est le Brésilien, c'est Everson. Salut Everson. Salut Mika, merci, content d'être là parmi Nous vous. aussi, on est très très content que tu sois là. Alors au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur cette crise de résultats qui secoue les Aiglons, l'élimination au parc, la méthode éprouvée de Francesco Farioli, la mauvaise passe de Todibo, la sanction contre Mofi était-elle nécessaire? Ce sera notre pour-contre de la semaine et en fin d'émission, nous parlerons bien sûr du déplacement à Lens, le match de la peur, sans oublier le Souviens-toi d'Antoine, consacré à un ancien Lensois puis Niçois, c'est Willan Cyprien. Pour débuter, allez, ce Gym Tonic, on va revenir donc sur cette élimination en quart de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, score final 3-1. Pas de miracle, Will, surtout avec une telle entame de match. Ouais, une entame de match vraiment très timoré, un bloc très bas. Après, il faut pas non plus oublier qu'il y avait un bon Paris en face. Équipe type et surtout mobile. Concentrée, appliquée, sérieuse, et du coup forcément quand il y a des Dembélé, des Mbappé, des Vitinha, des joueurs aussi bons et concentrés, c'est compliqué. Ce qui a été positif au final, c'est qu'après la boulette de Boulka, Paris a vu un match devenir un peu trop facile et un peu lâché, un peu fait moins d'efforts, et du coup Nice là à ce moment-là a su saisir sa chance avec enfin un Jérémy Boga qui montre à quel point il peut faire mal à n'importe quel adversaire. Ouais, Warren Zaïre-Emery s'en souvient encore. Voilà, et déjà quand on n'est pas un spécialiste du poste et qu'en plus on se tape la vitesse de Boga balle au pied, c'est dur, c'est très dur. Et c'est un peu ça le regret de la deuxième mi-temps, c'est que moi j'aurais aimé voir Boga le refaire encore 4-5 fois ce genre de raid balle au pied parce qu'il en est capable. Et ça a été un peu plus timoré, même dans l'entame, il y a quand même 2 occasions, notamment celle de Lotomba qui est énorme, et elle est un peu tombée du ciel parce que c'est une passe parisienne. Donc au final, vraiment en deuxième mi-temps, j'ai manqué de revoir un Nice audacieux, à vraiment essayer de choper sa chance pour revenir à 2-2. T'as les occasions mais tu les mets pas, et derrière t'es puni avec ce 3e but, encore une fois, où tu vois que la période ne sourit pas, parce que Dante a le malheur de toucher à peine ce ballon qui permet à Beraldo de punir et de plier le match. Donc quand vraiment rien ne te sourit, c'est vraiment la période actuelle, quoi. Il n'y a vraiment rien de positif pour le Gym. Par exemple entre les jambes de Mbappé sur Boulka aussi. Ouais, après l'action est magnifique. C'est un manque de réussite aussi peut-être pour Boulka. Le 1-2 Mbappé-Ruiz, oui, non mais le but est très beau, mais ça passe juste entre les jambes dans l'espace qu'il faut. Et pour moi, le but de Beraldo, il est hors jeu au départ parce que c'est Dante qui touche. Oui, mais c'est Gonzalo. Au départ, c'est Gonzalo Ramos qui est visé. Hein. C'est la même chose que pour Lotomba. Il est hors jeu, mais c'est un Parisien qui lui donne, donc c'est le même. Ouais, mais il paraît que ça n'existe plus maintenant, depuis 1 an et demi, le fait que quand tu... Ouais, effectivement, il faut que ça soit une remise volontaire. C'est ça, la remise n'est pas volontaire. Moi, je suis Gonzalo Ramos, il est en jeu, c'est lui qui est visé, pour moi, il est en jeu. Je suis pas à la VAR. C'est le débat qu'on avait eu. Il faudra demander à Maître Borghini. Ouais.
Les stats de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, ce que tu dis se retrouve effectivement un petit peu dans les stats, Will, avec quasiment le même nombre de tirs dans cette rencontre. Alors bien sûr, une domination, une possession de balle largement en faveur du Paris Saint-Germain, avec quand même beaucoup plus de ballons touchés dans la surface de réparation aussi du PSG. Le pourcentage, les passes réussies, il y en a quasiment 2 fois plus du côté du Paris Saint-Germain, donc il y a quand même un petit déséquilibre sur ces choses-là. Everson, évidemment, tu as vu cette rencontre de l'OGC Nice. Je parlais de l'entame de match, moi j'ai été surpris de voir l'OGC Nice jouer aussi bas, avec si peu d'agressivité face à ce Paris Saint-Germain-là. Surtout si on a en face un gros Paris Saint-Germain, comme William il nous disait. Et je pense que malheureusement, il y a eu vraiment un manque, surtout pour moi, de notre milieu. Il y a eu un manque vraiment de soutien, que ce soit défensivement ou que ce soit offensivement, par rapport à l'équipe adverse. Donc, à partir de là, on ne peut pas attendre justement de gagner un match en attendant un exploit d'un joueur individuel. Donc, et malheureusement, ça nous a coûté très très cher. Ça nous a coûté cher, évidemment, ces 2 buts inscrits par le Paris Saint-Germain dans la première demi-heure. Antoine, comment tu as... On se disait avant la rencontre, bon, on va pas commencer à y croire parce qu'on connaît, surtout quand on a vu la compo d'équipe du Paris Saint-Germain, on se dit, oula, ça va être compliqué. Mais là, on se dit, au bout de 30 minutes, il y a 2-0. L'OGC Nice a commencé à jouer finalement au bout de ces 30 premières minutes. Ils ont commencé à jouer effectivement, mais Luis Enrique l'a dit en conférence de presse d'après-match, Paris avait fait sa meilleure première demi-heure de la saison. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même Paris qui est en face. Donc après Nice a commencé à jouer quand Will l'a dit tout à fait tout à l'heure, quand Paris a commencé à desserrer les teintes, ils sont peut-être un petit peu relâchés à 2-0, mais avant le 2-0, Nice a eu aussi une belle occasion. Ils ont craqué sur l'erreur de Boulka. Nice commençait quand même à mettre son jeu en place. Moi j'ai trouvé Nice plutôt intéressant le dernier quart d'heure de la première mi-temps et les 10 dernières minutes du temps additionnel. Oui, un petit peu au début aussi de la deuxième mi-temps quand on tombe à son occasion. Ouais. Voilà. Et mais bon, après j'ai trouvé quand même que Nice n'a pas été ridicule. Bon, on les enterre, mais c'est vrai que quand tu prends 3-1 contre Paris au Parc, bon, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, c'est une défaite logique, on va dire. Paris était au-dessus, mais je trouve Nice n'a pas été quand même non plus ridicule. Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Il y a quand même quelques motifs d'espoir, quoi. Des motifs d'espoir, tu en as vu dans cette rencontre, François, pour l'OGC Nice avant d'aller à Lens, samedi soir. Oui, motif d'espoir dans la réaction au niveau du caractère, quand ils sont menés 2-0, parce que moi, 2-0, j'étais devant ma télé, je me suis dit, c'est une soirée à 4 ou 5, quoi. Voilà. Donc j'étais même surpris de les voir réagir comme ça, donc je trouve qu'ils ont montré du caractère, ils sont revenus à 2-1. Je trouve qu'ils ont été assez faibles dans les moments importants, quoi, surtout. Donc, quand il a fallu revenir à 2-2, là, tu t'évoquais la frappe de Lotomba, ça doit pas trop se rater, ça. Et puis, ils ont été quand même. Disons que c'était un match où ils pouvaient bien se relancer parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Et donc, sur ce plan-là, c'est un peu décevant qu'ils aient pas réussi. C'était un quart de finale de Coupe de France, quoi. Ouais. C'est un peu décevant. Normalement, tu mets un peu plus d'intensité dans ton début de match quand c'est un quart de finale de Coupe de France. Surtout quand tu joues au Parc des Princes, il l'avait montré lors du match de championnat, Will. C'est un peu ça, je suis totalement d'accord avec Anton quand il faut dire que le Nice n'a pas été ridicule et il ne faut pas tout jeter, ok, ça c'est vrai. En revanche, ce qui fait mal, c'est le comparatif entre le gym de septembre au Parc et ce gym-là. Alors c'est pas le même Paris Saint-Germain non plus, on va tempérer. Ok. Il était très Paris Saint-Germain n'était pas encore tout à fait prêt. Vrai, mais je me rappelle que quand tu gagnes 3-2, t'as aussi Dembélé qui a au moins facile 3 occasions nettes, que s'il les met, ça fait finalement 5-3 pour Paris. Donc déjà à l'époque, tu gagnes avec un peu de réussite parce que Paris manque d'efficacité. Mais en revanche, c'est dans cette façon d'aller chasser haut. C'est ça. D'aller récupérer. Alors il n'y avait pas Youssouf. Mais moi c'est pas Youssouf. Moi je me rappelle le premier but de la Borde au Parc et quand tu gagnes c'est Todibo qui vient prendre le ballon dans les pieds de Mbappé à 50 mètres de ton but et ça c'est ce que tu vois plus. Moi j'ai vu que Dante qui est quand même aussi en difficulté mais monter plus haut, essayer d'aller chercher et j'ai trouvé dans ces cas-là Todibo plus timoré, j'ai trouvé Sanson aussi timoré dans ce jeu-là. Kefren je trouve que lui au contraire dans l'impact défensif j'ai trouvé des choses positives. Par contre
trop brouillon avec le ballon. Le premier but du Paris Saint-Germain, c'est un ballon il perd perdu le ballon, incurable. exactement. Donc voilà, c'est un peu ce double visage entre le gym de septembre et ce gym qu'on voit aujourd'hui qui fait un peu mal. Il y a une stat dont on n'a pas parlé, c'est que le gym n'a fait que 4 fautes dans ce match. Paris en a fait 15. Donc quand tu fais que 4 fautes, Evie pour Everson, il faisait 4 fautes minimum par match. Il en faisait le double. Mais au moins, Donc ça, c'est incroyable, il a raison. C'est un manque d'impact Pas impressionnant. trop près du micro, Evie. Surtout quand tu vas jouer à Paris. Evie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que oui, c'est cohérent, mais justement pour y venir un tout petit peu, comme William il vient de nous dire, ça fait beaucoup contre un Paris Saint-Germain, même si c'est un match que nous attendons tous les joueurs, nous sommes envie de jouer des matchs pareils, mais sauf qu'il faut justement avoir les 3 parties, que ce soit la défense, le milieu et l'attaque. Il faut qu'on ait justement quelque chose, il faut qu'on fasse des efforts ensemble, et dans ce match-là, malheureusement, on n'a pas vu justement ces 3 parties du terrain faire des efforts ensemble, donc je pense que c'est ça aussi que ça nous a coûté cher. Avant de continuer à parler de cette rencontre face au Paris Saint-Germain, on va écouter la réaction de Francesco Farioli sur ce match devant les caméras de GC Nice TV. The game, I think we can split in two phases. The first 20 minutes with some difficulties because Paris Saint-Germain, they move a lot of qualities. It was a bit complicated for us to arrive in the proper distance to recover the ball. After that, I think we start to play the game that we plan, to find again our identity, our aggressiveness, our desire to be very aggressive and in the proper distance. We recover a lot of balls in the opposite half. We had the goal that reopened the game. After we had, I think, 5-6 situations where we could draw the game. We miss it, and after again, I think we keep playing till the end. And of course, it's a kind of mixed feeling because in one side we are very sad for the result. In the other, I am really happy for the performance that the player put on the pitch. The numbers are very similar. The number of chances, the number of shots. It's clear that the individual skills of the player, if you concede something, they are going to make you pay the price of the mistakes or the chances that you concede. But as I said, it was a fantastic reaction from the team, a fantastic reaction from all the players. Coach. Les mots ont un sens, Will. Une réaction fantastique de l'équipe. Elle n'a pas renversé la vapeur au point de gagner le match 4-3. Il a vu un match où Nice s'est créé 5-6 opportunités de revenir à 2 buts partout. On en a vu peut-être 1 ou 2 grand maximum. Est-ce qu'il nous joue pas un peu du violon, là, Francesco Farioli? C'est la communication d'un coach dans une période difficile. Je connais pas d'autre coach qui va s'amuser dans une période aussi difficile à tailler ses joueurs, à commencer à dire ils en font pas assez ou à... Et pourquoi pas? Mais parce que c'est très compliqué en fait. Tu dois déjà toute la semaine, tu dois les encourager à trouver les solutions et puis parce que lui aussi il est coupable en fait. Et si tu commences à tomber sur tes joueurs, ça veut dire que tu te dis moi je fais le job, pas eux. Donc si tu commences à leur tomber dessus, t'es plus uni avec ton vestiaire. On parlera évidemment de Francesco Farioli tout à l'heure et de sa méthode. Excusez-moi, Mika. Ouais. Surtout si tu viens des 3 mauvais résultats. Donc, voilà, tu as besoin de tes soldats, en fait. Voilà. Justement, il y a pas, on parlera tout à l'heure de Francesco Farioli, mais cette remise en question, elle manque aujourd'hui, François, à cette équipe de l'OGC Nice. Tout le monde doit se remettre en question, des dirigeants celui qui est dans la pelouse, peut-être. Ah bah, moi, je doute pas une seconde qu'ils se remettent pas en question. Enfin, je suis sûr qu'ils se remettent en question. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. C'est un peu le procès qu'on fait à Farioli. Mais est-ce qu'ils posent les bonnes questions? C'est ça le problème. Ouais. Mais voilà, il faut qu'ils, en tout cas, il faut qu'ils évoluent dans leur jeu. Mais quand on est dans une situation de crise, Evie pourra mieux le dire que moi. C'est difficile justement d'évoluer dans son jeu. Quand on est en crise, on a tendance à essayer de se raccrocher à ce qu'on fait le mieux. Exactement. Et je crois que c'est un petit peu en ce moment le dilemme de l'OGC Nice. Hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qui faisait de bien l'OGC Nice jusqu'à présent? Non, on l'a dit tout à l'heure quand même, aller chercher récupérer le ballon. Mais ça fait longtemps qu'on le voit plus. C'est un peu ça qu'on peut lui reprocher dans sa com, c'est quand il dit on a récupéré un nombre incalculable de ballons dans la partie adverse. Ça c'est pas vrai. Dire à la fin réaction fantastique, c'est pas vrai. Mais
moi, je veux rester à ma place. Je suis journaliste, je regarde de l'extérieur. Oui, on n'est pas entraîneur, c'est facile, évidemment. Oui. c'est facile. Mais moi, je suis pas c'est le coach. jeu. Je sais que c'est peut-être le boulot le plus difficile dans un vestiaire. C'est toujours toi qui es ciblé en première ligne quand ça marche pas. Quand ça va bien, c'est plutôt tes joueurs qui sont géniaux. Donc, Oui, enfin, il a été aussi. Il a suivi les attention, louanges. je veux rappeler quand même un truc, c'est qu'à Nice, Francesco Farioli. je trouve pas qu'on se soit enflammé sur Farioli au début de Non, saison. non, le football français, l'œil Voilà, de mais l'extérieur. je veux bien Voilà. rappeler ça, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on dit ouais à Nice au début ils étaient tous certainement pas fous ici. de Farioli et que Certainement maintenant pas ils lui tombent tous dessus, c'est pas vrai. Nice a toujours été mesuré dans le sens où on gagnait mais ça manquait de spectacle, ça manquait de ci, ça manquait de ça. Donc il n'y a jamais eu non plus la Farioli mania à l'OGC Nice. hein. Et après Farioli, je vois qu'il s'accroche quand même beaucoup aux stats, mais les stats on peut leur faire dire ce qu'on veut. Oui, parce que c'est 8e fois que l'OGC Nice a été mené au score cette saison, 8e fois que Nice a perdu. Voilà, c'est déjà. la seule équipe des 5 grands championnats à avoir cette stat. Ouais, voilà. Donc Bon, la réaction fantastique. Oui, excuse-moi. non, mais voilà, lui il s'accroche à d'autres stats. Il s'accroche aux tirs qui sont quasiment les mêmes que Paris, sauf que les tirs niçois ont été beaucoup moins dangereux que les tirs oui, parisiens. bien sûr. Donc les tirs, on leur fait dire ce qu'on veut dans ces stades à ces niveaux-là. bien Pour la sûr. possession, c'est pareil. Tu peux avoir 80% de possession et perdre le match. Donc bon, là, c'était pas le cas. hein, mais les stats, en fait, c'est une base, mais ça Bon. veut pas tout dire. On va ça reparler manque. de Francesco Farioli, on va rester sur les joueurs pour le moment, avant de parler de Jean-Claire Todibo. Un mot quand même peut-être sur Marcin Bulka, match très contrasté pour Marcin Bulka, parce qu'il fait certes cette erreur, mais moi la question que je voulais te poser, Will, c'est cette erreur. Est-ce que c'est pas l'erreur du jeu à la niçoise? C'est-à-dire de repasser tout le temps de derrière, de repasser par le gardien, essayer de construire de derrière, et à un moment donné, est-ce que ça ne on n'est pas presque obligé d'avoir cette erreur dans un match à un moment donné? Quand tu prends des risques, c'est forcément prendre des risques, c'est s'exposer. En revanche, je trouve que ces dernières semaines, Marcin était un peu moins juste dans sa prise de balle, dans son contrôle jeu au pied. Et là, il a été puni. Voilà. Et là, il a été Ils moins le juste. savaient ça, les Parisiens. Bien sûr. Ben, c'est bien sûr qu'évidemment que c'est un point que tu connais Bien sûr. et ils ont très bien pressé. Dembélé, il était au taquet à Dès le chaque début fois. du match, on a vu Voilà. ça. C'est vrai. Mais c'est ton jeu, l'adversaire s'adapte aussi. Ok. Par contre, pour rester sur Bulka, la réaction derrière, mais elle est phénoménale. Exceptionnelle. Avec le nez C'est- pété, hein. Mais non, mais c'est la marque, Incroyable. c'est vraiment la marque d'un très grand gardien. Je suis d'accord avec Parce toi. que ça reste un jeune gardien qui fait vraiment que sa deuxième saison pleine, concrètement. Et cette réaction derrière la boulette, et derrière un coup de genou dans la tronche qui lui pète le nez, mais c'est exceptionnel. Le mental de dire je reste, le nez en sang, je finis, et je fais les parades en Et plus. puis, il a apprécié C'est- ça. Énormément, franchement. Ouais. Écoute, alors, je pense qu'il faut souligner justement que ce style de jeu, c'est depuis le début de saison, quoi. Et je pense que ça nous va très très bien par rapport à la qualité des joueurs que nous avons sur le terrain. Que ce soit Todibo, qui est un mec beaucoup plus dans l'individuel, et Dante, qui a cette capacité de chercher les milieux et même des transversales. Et donc, je pense que, oui, effectivement, on a raté, donc ça nous a coûté très très cher, mais je tiens quand même à dire que c'est très intéressant au début de saison, cet style de jeu. Enfin, Todibo et Dante, peut-être sur le coup, ils peuvent un peu aller l'aider. Marcin Bulka, non, Oui. quand même, après sa Oui. boulette. Mais, Hein bon, Marcin Bulka, chapeau pour le mental exceptionnel de combattant hein, qui reste sur le terrain avec son nez cassé. C'est impressionnant, hein, la boule sur le visage. Là. Ouais. Et le Mais sang. moi, dès le début de match, par contre, je l'ai trouvé méconnaissable, un petit peu Marcin, j'ai trouvé. Je trouvais qu'il était... on voyait un Marcin Bulka un peu pâteau, un peu Il avait peur, tu gauche. crois, Ouais. c'est la peur Non, du je sais résultat, pas. Non, mais je pense la que pression. non, je pense que lui aussi est touché par le doute. Ouais, Je pense que lui aussi n'est pas épargné par ce fléau qui est rentré dans le c'est vestiaire. ça. Mais Et ça fait plonger un peu tous les Ben, il se bons sent joueurs, quoi. aussi plus exposé. Vu que Dante, Todibo rayonnent moins, forcément, en tant que gardien, tu es plus exposé, tu es plus sollicité. Et on le voit aussi sur cette deuxième mi-temps, parce que tu regardes, ça fait 3-1, mais ça peut faire peut-être 6-3. Ouais. 7 même, peut-être, parce qu'il fait des vraies parades, Bulka, le coup franc Le coup qu'il va franc, chercher. il va chercher magnifique. Le coach a dit en conférence de presse, ça aurait pu faire 6-6 ou 7. Mais là aussi, c'est là que je trouve qu'il est pas lucide. C'est qu'autant je les vois, les 6 buts Ouais. parisiens, autant les 6 buts niçois, je les vois pas. Ouais. Mais, Il a dit que c'est un bon moment pour le football français. Ça fait une Ouais, belle jambe, ouais, la belle gamba. Oui, oui. Mais après, je pense que Bulka, il a aussi été déstabilisé par le fait que Nice ait joué vraiment très très bas. Et en jouant très très bas, quand tu joues avec ton gardien qui reçoit le ballon au pied, et ben lui, il a moins l'habitude quand même, parce que Nice joue quand même un peu plus haut d'habitude, et il a plus la possession. Et là, en jouant très bas, et ben il s'est senti peut-être aussi beaucoup plus pressé, et donc plus de pression et moins serein. Allez, on va passer au focus concernant Jean-Claire Todibo. C'est parti.
Jean-Claire Todibo, la mauvaise passe, parce que bien sûr, il y a eu ce but contre son camp, contre Montpellier la semaine dernière. Alors, on n'a pas encore parlé, hein, mais on n'en parlera peut-être pas de cette défaite honteuse contre Montpellier, mais bon, voilà, il y a eu ce but contre son camp. Cette image de Todibo qui va voir les supporters à la fin du match, qui retourne derrière, ce match au Parc des Princes, où il n'a pas été bon, disons-le carrément, ou en tous les cas, il a été meilleur face à Kylian Mbappé en particulier dans ces rencontres-là. Et puis jeudi, eh bien, il y a cette non-sélection en équipe de France pour le dernier rassemblement avant la liste pour l'Euro. Bref, William, dans le dur, notre JC. Dans le dur, mais il faut bien tout séquencer. Alors autant dans la soirée de Montpellier, il y a 2 images. Une, elle est terrible, celle où il se fait retenir par Dante et Loucher pour pas aller se frotter aux supporters. Celle-là, elle est pas bonne du tout, ni pour le club, ni pour lui. En revanche, la seconde où tu ressors calmé avec une veste du club, tu viens discuter, poser avec tes supporters, et même à la fin, ça se finit par des applaudissements des supporters. Ça, c'est autre chose, c'est plus positif. Il y a un vrai échange. Et sauf que oui, je te coupe là-dessus, mais celle qu'on va retenir, c'est la première image. Hélas. Non, mais c'est là qu'il faut. Et celle qu'a retenue peut-être Didier Deschamps, c'est la première image. Mais Didier Deschamps, il va pas que ça. Il y a aussi. Mais l'état d'esprit, tu sais que c'est important. Il y a aussi le carton rouge de Todibo au Havre, qui est horrible, avec Grand Cyr. Ouais, mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait énormément. Ok, mais il faut tout séquencer aussi, parce qu'il faut pas non plus je suis d'accord avec toi. que noircir le tableau. Et pareil, à Paris, face à Mbappé, c'est peut-être son plus mauvais match face à Mbappé, là où il a le moins bien tenu. En revanche, il est un peu meilleur à Paris qu'il a été contre Montpellier. Donc finalement, même dans le marasme, il y a des petits signes positifs. Mais Todibo au Parc, c'est pas le Todibo qu'on connaît, c'est pas le Todibo dont a besoin l'OGC Nice pour la fin de saison, c'est pas le Todibo qui pourrait espérer encore à l'Euro, même si franchement là aujourd'hui il a très très peu de chance et il faudra beaucoup de blessés. Mais Todibo, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se relever de ça. Ça, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, la période est difficile. Dante n'est pas non plus rayonnant. Donc, les deux, il n'y en a pas un qui est capable de soulever l'autre. Ça aussi, c'est difficile. Qui pourrait aider dans cette équipe? C'est compliqué. Mais Todibo, pour moi, c'est pas non plus cuitas les bananas jusqu'à la fin de saison. Non, bien sûr que non. On va regarder les stats. On a fait un comparatif des stats de Jean-Claire Todibo sur la première partie de saison, quand ça allait bien du côté de l'OGC Nice. Alors avec moins de matchs joués évidemment, mais 14 matchs joués. Et on voit par exemple que dans les interceptions, il y en a plus. Dans les tacles, il y en a un petit peu plus. Les duels gagnés, c'est ça le plus important aussi peut-être. Parce que là, c'est un pourcentage. Donc 60% de duels gagnés, un peu moins de duels gagnés, 54% seulement sur les matchs retour. Il y a moins de matchs joués aussi parce qu'il y a eu ces suspensions. À Jean-Claire Todibo, il a quand même pris 3 matchs. Aussi, il aurait dû avoir 10 matchs joués dans les matchs retour. Donc, ça se traduit aussi un petit peu dans les chiffres, tout cela. Moi, j'en vois qu'un de chiffres parlant. Parce que tu regardes, si tu fais x2 sur le nombre de matchs, sur les duels, c'est quasiment la moitié de l'autre côté. Il n'y a qu'une seule stat qui est vraiment différentielle, c'est le nombre de tirs contrés. Et ça veut dire quoi, ça? Avec les moins en contact de ton adversaire. C'est là la réalité. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Mbappé. C'est que j'ai jamais imaginé que Todibo allait rattraper Mbappé à la course pour lui reprendre le ballon. Par contre, je connaissais un Todibo beaucoup plus proche de Mbappé sur les premiers appuis, comme au match aller, au match le championnat, il récupère ce ballon dans les pieds de Mbappé. Là, il était trop loin à chaque fois. Et Mbappé lui a fait des contrôles orientés qui l'ont laissé à 10 mètres. À un moment donné, c'est juste avant le troisième but, il se tape la tête contre le poteau, et on sent bien le Todibo qui se dit mais c'est pas possible que je fasse ça, je suis trop loin. Evie, je me souviens que quand tu étais venu sur ce plateau la première fois, on avait parlé un petit peu de Todibo, tu étais assez dubitatif, toi, sur ce qu'il allait devenir, sur ce qu'il pouvait devenir. Je continue toujours. Tu continues toujours, au moins tu restes fidèle à tes opinions. Oui. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de son jeu et de sa période ? Alors, franchement, on discutait avant justement l'émission. Alors moi, personnellement, par rapport à ce match-là, je trouvais qu'il n'est pas aussi mauvais que ça. Là, il a un gros client quand même. On parle de Mbappé, c'est le meilleur attaquant au monde. Donc, le niveau de la vitesse de Mbappé aussi, aujourd'hui, tu vas pas trouver meilleur, même pas ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Après, tout ce qui est un tout petit peu... Son souci, je pense que maintenant, c'est ce qu'il fait dans les 4 lignes et en dehors. Parce que là, je pense que vraiment, il situe un peu tout seul, en fait, finalement. Quoi. Parce que là, le fait d'aller... il n'a rien à faire pour parler avec les supporters. Ça, un jour, à ce niveau-là...
enfin, c'est hors de question que les joueurs ils doivent aller voir les supporters. Toi, t'étais sanguin, mais tu faisais jamais ça. Ouais, et après, je pense l'image justement, et c'est là, je pense qu'ils doivent, ils doivent quand même comprendre que là, je pense que des joueurs comme Dante pour la porter, oui, parce que l'image que tu vois Dante en train de le tenir, c'est là, c'est clair que, mais absolument, ouais, t'as raison, absolument. Bon. Et là, le fait que la liste, elle sort et que son nom, il n'est pas. Je pense qu'il se situe tout seul là. Bon, Après, ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est que il reconnaît assez vite quand même ses erreurs, puisqu'il a été parlé aux médias. C'est très intelligent ce qu'il a fait. Il a été parlé aux médias tout de suite. Et alors, il a parlé aux médias tout de suite après la défaite à Montpellier et après évidemment les événements face aux supporters. Et il a parlé aussi aux médias juste après le match du PSG. Il était sur Prime Video, donc il a parlé aussi, même si sur Bein, c'était France 3 d'ailleurs. France 3 et Bein, ouais. Pardon. Et mais bon, il a parlé, donc quelque part il se cache pas non plus. Non. Voilà, donc oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas son genre. Ça, non, mais son genre. Il se cache pas non plus. Et quelque part c'est un point positif aussi. Et pareil pour la mauvaise passe, il se cache pas, il le dit lui-même qu'il est mauvais en ce moment. C'est ce que j'allais te dire, François. Là, il a les capacités pour rebondir. De toute façon, il a les capacités. Puis c'est dans ces moments-là qu'on voit les très bons joueurs. Hein. C'est justement dans la capacité à rebondir et à ressortir plus fort, quoi. Plus mature aussi, plus maître de ses émotions. Enfin, toutes ces choses qui font les joueurs de très haut niveau, quoi. Evie, il y a aussi peut-être ce poids du transfert là qui va commencer à taper dans les têtes. Toujours. Voilà, on lui promet des grands clubs anglais. C'est ça. Mais après, Mika, pour moi, il faut vraiment qu'il arrive à comprendre que c'est vraiment pas positif, quoi. Même s'il reconnaît, c'est très bien qu'il reconnaît son erreur et tout. Ouais. C'est trop tard. Mais c'est un joueur quand même qui envisage quand même l'équipe nationale française. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose que ça ne va pas l'aider, quoi. Donc je pense qu'il est assez grand, vraiment. Il faut absolument qu'il fait gaffe par rapport à ça. Il a trop les nerfs à vif. Hein. C'est un joueur qui a du tempérament aussi, et c'est ce qu'il fait aussi dans son jeu. Oui, parfois, il arrive à aussi bien jouer aussi, donc faut pas non plus le brider trop, Jean-Claire Todibo, parce que sinon, ça sera plus le joueur qu'il a été en début de saison et l'année dernière et l'année précédente. Il faut qu'il s'adapte à certaines choses qu'exige le professionnalisme. Qu'est-ce que c'est être un professionnel qui regarde Dante, quoi, tout simplement. Le plus grand professionnel qu'on ait eu à l'OGC Nice depuis ces dernières années, c'est Dante. Il le regarde beaucoup. Hein. Mais il le regarde beaucoup, mais pas là-dessus. Il manque le regard là-dessus, où Dante, il a toujours cette lucidité, que même dans le dur, même quand il peut se faire insulter, tout ça, il a toujours ce recul, cette intelligence de pas se mettre au feu, de pas s'exposer, de pas nuire à son image. Et c'est là que Todibo n'a pas pris la mesure de cette importance-là. Être un joueur de football, c'est pas seulement être un sportif, c'est aussi être un homme et avoir une personnalité irréprochable. Et là-dessus, il a des lacunes. Lui-même en est conscient. Son entourage, ses proches en sont conscients. Il travaille beaucoup là-dessus parce qu'ils sont conscients aussi d'une chose, c'est que cet été, il y a quelque chose à jouer sur le plan individuel qui dépendra des résultats collectifs. Si l'OGC Nice finit la saison en autre boudin et que tu finis 12e, eh ben Todibo aussi et aura son image ternie par tout ça. Et je pense sa valeur chutera. Exactement. Et moi, je suis un club anglais parmi les 4 qui étaient intéressés cet hiver. Donc Newcastle, Tottenham, Manchester United et Liverpool. Je vois l'OGC Nice finir 12e avec Todibo finir la saison comme ça. M'intéresse pas. Non, mais c'est ça. Il y a peut-être le petit Lenny Euro à Lille ou d'autres qui seront... Il doit le savoir un petit peu aussi quand même. Ça doit lui trotter un peu dans la tête à Jean-Claire Todibo. C'est là sa force mentale. Voilà, retrouver de la force mentale évidemment pour JC. On va écouter Francesco Farioli. Alors on lui pose la question sur Todibo. Il a préféré répondre sur Dante et Todibo. Francesco Farioli. Rispetto alle critiche su Dante e Todibo, questo è, ripeto, nei momenti di difficoltà è chiaro che poi si va sempre a cercare il colpevole, si va sempre a cercare l'individuo e allora è la squadra che
tuttora comunque rimane la miglior difesa del campionato francese e una delle migliori in Europa, e se oggi si concede qualcosa di più, io lo dico sempre, lo ribadisco sempre, non è un problema di un giocatore ma è un problema della squadra, perché quando la squadra girava a 1000 all'ora erano tutti bravi, l'allenatore era un genio, i nostri giocatori erano i più bravi di tutti, li volevano tutti, eccetera eccetera, e adesso che c'è qualche difficoltà, sembra che appunto le idee che prima funzionavano oggi non siano più valide, e che i giocatori che ieri erano giocatori che, come dire, erano accostati tutti a squadre di altissimo livello, e oggi invece sembra che stiano zoppicando. Voilà, en gros, la réponse de quand même Francesco Farioli sur Dante Todibo, ça le concerne aussi lui, et ça va nous faire la jonction avec le prochain débat sur Francesco Farioli, effectivement. En gros, faut pas tout jeter, tout ce que l'on a adoré, parce que c'est un moment de crise. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je l'avais écrit avant qu'il se traite lui-même de génie, moi, je suis toujours peut-être le génie qu'on disait en début de saison, mais les résultats sont moins là. Il est pas en train d'ouvrir un petit parapluie, là, notre ami Francesco Farioli ? C'est sûr qu'il va pas commencer par tout remettre en question lui-même, son travail. On est déjà là pour le faire, les médias, les supporters. Ouais. Donc, bah on oui. commence à peine, hein. Non, mais ça fait un petit moment ouais, ça déjà. fait, allez, 2-3 journées. Comme j'ai dit tout à l'heure, à Nice, on n'a jamais dit concrètement Farioli est un génie, son équipe est exceptionnelle. On a toujours trouvé des lacunes. Et il y en a une surtout qui est persistante, c'est ce manque d'efficacité offensif. Et là-dessus, je pense que c'est ça qui était déjà un petit problème dans le bon début de saison. T'avais pas de marge. Comme tu marquais pas de but, tu gagnais parce que t'en prenais pas. C'était ça ta force, c'était les clean sheets qui te permettaient de gagner 1-0, 1-0. Mais aujourd'hui, ta défense, elle est un peu moins bien, et ton attaque, elle est toujours aussi patraque. Donc en fait, tu prends plus de buts, mais t'en marques toujours pas. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on les attend le plus. Et il y avait une stat, Nice est la deuxième équipe au monde, sur 900 clubs, la plus maladroite devant le but. Ça, c'est les expected goals, ça, ouais, c'est ça. Alors attends, on a un tableau là-dessus, tu vas nous l'expliquer, parce que moi j'ai rien compris encore une fois. Vas-y. Les expected goals, c'est selon la position du frappeur, de l'attaquant, face au but, c'est le nombre de chances qu'il a de marquer. Ouais. La situation plus ou moins favorable. Et Nice, donc dans ce classement-là, c'est l'équipe qui est en quasiment 16 buts. C'est l'équipe le plus en déficit entre les buts qu'elle marque et les situations de but qu'elle se procure. Il manque 16 buts à cette équipe de l'OGC Nice. Voilà. Elle devrait avoir 16 buts de plus. Oui, mais tu peux pas tous les marquer, ces buts-là. Non, mais regarde, il y en a que 2 d'équipes qui marquent plus que les chances qu'elles ont. Que 2. C'est Paris et c'est Lorient. Voilà, il y en a que 2. Les autres aussi sont en déficit. Mais de 4, de 5, de 6 buts, toi de 16. C'est énormissime. Alors et ça, c'est la faute des attaquants, ils sont maladroits. Pas seulement, c'est la faute de Morgan Sanson quand il est en bonne position, c'est la faute de Kefren Turam quand il est en bonne position, c'est la faute de Jordan Lotomba au Parc des Princes quand il est face au but. À un moment donné, quand tu es face au but, il faut punir aussi. Que tu sois attaquant ou pas. Guessant était maladroit plusieurs fois, mais il fait tellement d'autres choses de bien aussi. Mais globalement, ce n'est pas seulement un problème d'attaquant, c'est faites-en plus devant le but. C'est la faute des défenseurs centraux qui mettent jamais un but de la tête sur corner ou sur coup de pied arrêté. Quoi. Antoine, on a lu un papier, un excellent papier chez nos confrères de l'équipe cette semaine, qui racontait un petit peu la trajectoire de Francesco Farioli en Turquie, en disant, en gros, ça commence pareil, tout le monde est content, tout le monde est assez enthousiaste par rapport au jeu pratiqué par Francesco Farioli. Et puis après, quand les équipes se sont habituées, c'est pour ça qu'on cite la méthode éprouvée, quand les équipes se sont habituées, ça commence à devenir plus compliqué, et puis il s'en va à la fin. Et surtout, là-bas aussi, il n'avait pas de plan B. Et là, il l'a revendiqué ici à Nice. Quand ton plan A n'est pas bon, choisis un meilleur plan A. Il n'a jamais parlé de plan B. Elle est limitée, cette méthode Farioli, aujourd'hui ? Elle paraît limitée, puisqu'en Turquie, apparemment, ça a fonctionné un temps, donc avec 2 clubs différents. Et à Nice, on voit que les 6 premiers mois ont plutôt bien marché, et que maintenant, ça commence à aller moins bien. Alors maintenant, Farioli, je pense que c'est quelqu'un de quand même très intelligent. Même s'il a du mal à se remettre en question, je pense qu'il a tout un staff autour de lui et que je pense que lui-même est aussi capable à un moment donné de se remettre en question. Ça fait déjà 3 expériences où il voit qu'au bout de 6 mois, il commence à y avoir un petit peu des ratés. Donc je pense que lui aussi, il va évoluer. Il va prendre de l'expérience. Il n'a que 34 ans. Hein. Donc il va prendre de l'expérience et avec cette expérience, il va peut-être réussir à trouver des solutions. C'est ça, Everson, c'est un jeune entraîneur quand même malgré tout, Francesco Farioli, 34 ans, manque d'expérience, il est en train de faire son expérience finalement dans un grand championnat. Est-ce qu'il ne faut pas être trop dur avec lui ?
Oui, je pense déjà, moi, je tiens les bonnes choses. Moi, je pense que le boulot qu'il a fait jusqu'à présent, il est positif, même si on est dans une descendante. C'est classique parce qu'on a connu tous les entraîneurs, la plupart des entraîneurs qu'on a connus ici à Nice, justement, qui ont commencé d'une façon magnifique. Ça n'a jamais trop duré, en fait. Ça n'a jamais trop duré. Et à partir du moment qu'on a donné un peu plus de temps au même entraîneur de répéter, ils n'ont jamais été capables de répéter justement des fantastiques saisons. Donc non, moi je suis plutôt très content avec sa méthode et surtout son style du jeu. Moi je trouve qu'elle est cohérente par rapport aux qualités des joueurs que nous avons. Après, bien évidemment, ça va être jugé à la fin du championnat. Tu parlais de ce papier dans l'équipe. On parle beaucoup des derniers éléments du papier en disant oui, c'est jusqu'au boutisme. C'est ce qu'on peut entendre aussi du côté de l'OGC Nice. Mais dans le début du papier, il a aussi dit que le plus grand club turc, Fenerbahçe, le voulait. Oui, mais il l'a pas pris. Ouais, mais attends. Si Fenerbahçe, après ce qu'il a fait avec les deux autres clubs turcs, s'intéresse à lui, c'est que c'était pas si nul que ça, non ? Je suis d'accord. Bon. Et c'est pour ça qu'il a l'OGC Nice aussi aujourd'hui. Mais parce que l'OGC Nice a aussi un directeur sportif qui a eu le courage de prendre le pari de le faire. Ça aussi, il faut et qui a le courage, Will, soyons très directs, de le maintenir. Mais parce que sa vision pour le moment et jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'il a eu avec Francaise à Lens. C'est toujours d'actualité, ça ? Oui, parce que c'est la même qu'il avait avec Francaise, c'est qu'il ne nomme pas un entraîneur pour une saison, pour 3 mois, pour 5 mois. C'est pas fais-moi tes preuves et on verra. Non, c'est sur un projet. Et quand il prend un entraîneur de 34 ans, inconnu, mais à qui il voit les principes de jeu qui lui plaisent, il sait qu'il va falloir du temps pour que ces principes de jeu se mettent en place. Alors, personne ne s'attendait à ce qu'en bout de 4 mois, tu sois 2e de Ligue 1. Ça, personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, on oublie tout. Et aujourd'hui, on regarde le classement, on dit mais Nice est 6e à 9 journées de la fin. Pas encore 7e, Will. Oui, voilà, 6e. Mais il est dans les clous. Mais je suis désolé, mais il est dans les clous. À 9 journées de la fin, il est 6e. Donc il est toujours dans les clous. Il est toujours dans les clous. Alors après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la période elle est compliquée. On ne voit plus trop les leviers. Quand on regarde un peu le groupe de haut, on voit que c'est le marasme dans les têtes, tout ça. Donc dur de se relever. Mais quand je dis qu'aujourd'hui, dans le vestiaire, comme même peut-être dans les bureaux, on se dit bon là, le coach il est un peu têtu, c'est pas seulement que c'est pas sur ses principes de jeu, c'est sur des ajustements en cours de match, c'est sur des choix de bonhomme aussi. C'est changement. Laborde qui tire la gueule, pardon de l'expression, quand il sort. Et Lotomba. Alors qu'il fait un bon match. Lotomba contre Montpellier. Voilà. C'est un peu dur pour ces joueurs-là. On peut tous en relever quelques éléments sans parler foncièrement du projet jeu de Francesco Farioli. Il y a des choses différentes. Je vais vous montrer une petite statistique par rapport à l'OGC Nice de la saison dernière et on va découvrir qu'après 25 journées de championnat, l'OGC Nice était avec 41 points au classement et était 7e, là pour le coup, mon cher Will, avec donc Lucien Favre et puis Didier Digard comme entraîneur. On avait au moins 3 joueurs à 6 buts chacun, Pépé, Laborde et Delors qui étaient déjà partis, lui, à l'inter-saison. Et puis, après 25 journées en 2023-2024, on va s'apercevoir qu'il y a un point de moins pour cette équipe de l'OGC Nice, avec un seul joueur, Terem Moffi, à 7 buts. Là, François, le génie Farioli, tout va bien, tout est beau, on est là. Et il a moins de points que Lucien Favre, qui était un petit peu à la ramasse dans sa première partie de championnat. Oui. Et Didier Digard, qui avait fait une reprise en total, en pleine forme. Ah, je sais pas. Faites-nous revenir Lesmelou. Un peu de technique, du ballon au milieu, quoi. Quelque chose. Mais je te parlais des personnes. Même avec Camara. Franchement, il dit tout sauf une bêtise. Non, mais tu as raison. C'est peut-être Lesmelou le joueur qui te manque aujourd'hui. Un type de joueur. Lesmelou est un joueur qui te manque aujourd'hui. Quand il était à Nice, il faisait pas ça non plus, Will. Ben, peut-être qu'on était trop... Il n'est peut-être pas le bon entraîneur. Avec Eric Roy, là, il s'est réveillé. Non, mais on était peut-être un peu trop focus sur ses défauts, je sais pas. Mais là, Eric Roy a trouvé un truc, et le positionnement, un peu au milieu de terrain, comme ça. Ouais. Mais c'est le joueur qui te manque quand je vois, encore une fois, ce que fait Sanson et Kefren Turam aujourd'hui par rapport à ce que fait un Lesmelou. Avec Madi Camara à Brest aussi. Oui, Madi Camara qui fait un bon boulot à côté. Everson, comme cette stat, là, 40 points cette saison, 41 points la saison dernière, alors qu'on dit que la saison dernière était une saison quasiment loupée.
Oui, bon, mais écoute, nous, on connaissait déjà le coach de la saison dernière. Justement, on l'a donné un an de plus pour qu'il fasse vraiment quelque chose de répétitif, peut-être, ou une chance encore pour répéter quelque chose de très bien qu'il a fait. Lucien Favre, hein, bien sûr, tu fais revenir. tout à fait. Et ça n'a été pas le cas. Et si justement on juge cette situation-là, le coach d'aujourd'hui, il parle même pas français, donc et je pense que son message, pourtant, elle passe très très bien par rapport aux joueurs, quoi. L'entraîneur qui en parle justement, Luxan Favre, je ne pense pas que son message est passé. Ça n'a jamais passé en fait. Excusez-moi, hein, je lance là, ça n'a jamais passé parce que et c'est pour ça que Dante il a eu un positionnement très important pour ce dernier entraîneur là, quoi. Bon. Oui. Voilà donc pour Francesco Farioli. Après, il faut quand même souligner que certes Nice a moins de points que l'année dernière, mais il y a quand même beaucoup moins d'écart entre le deuxième. Parce que le championnat est plus faible, Antoine. Oui, non, mais tu me dis ça à moi, t'es gentil, mais tout, bon. C'est la faiblesse de la Ligue 1, ça. Surtout ne pas oublier la période de Djigard qui est fantastique. Non, mais sûrement. Il va gagner à Marseille, il va gagner à Lens, il fait que des grosses perfs, et après ça coule. Hein. Il gagne 6-1 contre Montpellier. Donc autant, aujourd'hui, Didier Djigard fait mieux que Farioli, puis à la fin de saison, Farioli il a 10 points de plus que Djigard peut-être. Non, mais ça on fera les comptes évidemment à la fin de la saison. Mais là, après 25 journées, le constat, il est là. Non, mais le championnat est plus faible, mais sauf que l'année dernière, t'avais plus aucun espoir d'aller en Coupe d'Europe, enfin très très peu, alors que là t'en as quand même beaucoup plus. Oui, parce que l'écart de points est encore assez minime. C'est ça qu'il faut penser. Après l'année prochaine, tu penseras plus que la Ligue 1 était faible et que si t'es en Coupe d'Europe, tu seras bien content. Ça sera encore faible l'année prochaine, évidemment. En plus, sans Mbappé, je te raconte même pas. Allez, on parle beaucoup, on est très bavard aujourd'hui. Le pour-contre, c'est parti. C'est toi, hein. Mais c'est bien, vous êtes en forme, messieurs. Vous allez le montrer si vous êtes encore en forme sur ce débat. Fallait-il sanctionner Terem Moffi, qui, on le rappelle, donc a été mis sur le banc par Francesco Farioli à cause d'un retard à la causerie juste avant la rencontre. Il aurait dû jouer à la place de Gaëtan Laborde. Le décor est planté. Will, c'est à toi. Donc la question c'est fallait-il sanctionner Moffi? Oui, pour une question de cohésion et de cohérence vis-à-vis à l'égard du vestiaire. Fallait-il sanctionner Moffi de cette façon-là? De cette façon-là, voilà. Oui, comme il avait fait en fait dès la deuxième journée à Lorient, où Terem Moffi et Jean-Claire Todibo avaient tous les deux été en retard, et Todibo avait carrément été envoyé en tribune parce qu'il y avait aussi un autre problème sous-jacent. Donc une question de cohérence, surtout dans une période difficile. Quand tu demandes de la cohésion, de l'unité, on est tous dans le même bateau, faut tous se battre ensemble, du sérieux, de l'implication de tous, et puis tu as un garçon qui arrive 1 minute ou 2 minutes en retard à la causerie, vis-à-vis d'un Gaëtan Laborde, tu peux pas lui dire Gaëtan, tu vas t'asseoir sur le banc et le mec qui est en retard, il va jouer. Voilà. Donc au niveau de la cohérence dans le coaching, tu es obligé de faire ça, et il l'a très bien fait. Et au final, même Gaëtan Laborde, il fait un bon match et il marque. Donc comme quoi, c'est pas directement ça qui a une incidence. Oui, Antoine, pardon, pour la réponse. Oui, bravo, tu as tout à fait raison. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu le sanctionner financièrement et pas sportivement au départ par rapport à ce match. Ce match contre Paris, il suffit de se rappeler le match au mois de septembre où Nice gagne 3-2, où Moffi marque un doublé, fait une passe décisive, où Moffi justement avait mis la défense parisienne sans dessus-dessous, avec c'est quelqu'un justement qui pouvait prendre les espaces. Et là, qu'est-ce qu'il a manqué à Nice, qui a joué très bas? Il a manqué un joueur devant qui prenait les espaces pour faire remonter le bloc et aussi pour être évidemment très dangereux, surtout que on parlait tout à l'heure que Paris avait une grosse équipe, mais Paris en défense avait Zaïre à droite, qui n'est pas son poste, avait Hernandez à axe droit, qui n'est pas son poste, avait Beraldo, bon, qui manque encore un peu d'expérience, et Nuno Mendes, qui revient à peine de blessure. Donc je pense que Moffi, même s'il n'a pas été bon le match précédent, et il méritait peut-être pas d'être titulaire, mais pour un match contre Paris, c'était vraiment où Nice défendait très bas. C'était là qu'il fallait quelqu'un qui prenne les espaces, et donc je pense que c'était une erreur de ne pas le mettre là, et il fallait le sanctionner le match d'après ou financièrement.
Everson, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi je suis plutôt d'accord avec ce que William il a dit, parce que alors, déjà vis-à-vis des autres joueurs, il faut absolument que tu marques vraiment ce moment très très fort qu'il attend justement de sérieux. Après, je pense qu'il sort gagnant parce que voilà, il met la board, il marque. Pour moi, franchement, il ne fait pas un super match, hein, la board. Il marque, donc il était très efficace. Donc je pense qu'il a fait le bon choix. François, la synthèse de tout ça, qui t'a convaincu parmi tous ces arguments? Evie m'a convaincu. Je te remercie. Donc, Will. Par ricochet, Will. Ouais. Ouais. Mais je suis d'accord, Evie m'a plus convaincu que moi. Il est très convaincant, Evie. Hein. Par contre, pour revenir sur les arguments d'Antoine que je voulais pas griller avant qu'il finisse, Pas trop près. pas trop près, ces arguments sont tout à fait audibles et c'est plutôt ce que ressentaient les dirigeants. Parce que quand on est dirigeant, qu'on a investi 25 millions d'euros sur un joueur, Logique. qu'il marque 2 fois au Parc des Princes et que tu retrouves la même équipe, le même contexte, tu as envie de le revoir sur le terrain. Donc en fait, ils avaient plus un peu la rage contre Terem que contre le coach. Donc c'est pas trop le choix du coach qui les a. Par contre, Terem Moffi reste irréprochable en dehors de ça. C'est un garçon qui reste très aimé dans le vestiaire, tout ça. Donc ça peut aussi lui faire une petite piqûre de rappel. Sur cette sanction, je suis d'accord avec toi, mais de la première, manifestement, il n'avait pas compris puisqu'il avait fait la même chose. Et tu lui remets la même sanction derrière, qui te dit que, encore une fois, il va pas refaire la Pourquoi même quand tu erreur. refais la même bêtise, ça veut dire que tu n'avais pas compris la première fois? Bah, normalement, oui. Non, moi je le vois jamais comme si, ça. Normalement, oui. C'est que si on te sanctionne en te faisant pas jouer un match une première fois et que tu refais la même bêtise, c'est que tu t'en foutais de ne pas avoir joué ce match-là, à mon avis, et que tu t'en fous de ne pas jouer le match du soir contre le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a beaucoup d'immaturité dans l'attitude de Terem Moffi, là, sur le coup. Alors de l'immaturité, oui, mais moi j'ai pas la même lecture sur la deuxième fois. C'est pas forcément un manque de respect ni rien. C'est un manque d'implication et de sérieux, de concentration à l'instant T. La sanction financière, ça peut être une bonne idée. Mais qui dit que c'est pas du coup double? C'est peut-être coup double. Parce qu'il y a peut-être y a une prime d'éthique chez les joueurs aussi. Donc même je pense que peut-être Todibo quand il fait ça la dernière fois, on dit rien, mais il a une prime d'éthique qui saute. Hein. Après, ce qui est dommage, c'est vrai que moi, après, il fallait faire un contre. Hein, et c'est vrai que moi, je suis plus généralement dans l'état d'esprit qu'a dit William, et un joueur qui ne va pas dans le collectif, c'est vrai qu'il faut le sanctionner. Mais effectivement, tu es dans une mauvaise passe. Et je pense que là, il faut mettre. C'est vrai qu'il fallait peut-être que Farioli mette vraiment tous les atouts de son côté pour faire un résultat à Paris, pour relancer l'équipe. Surtout que tu le fais rentrer. Si encore tu le fais pas rentrer, tu dis, allez, il a bien été sanctionné. Mais alors là, c'est totalement l'inverse. Voilà. Ça te fait là, déjà. Tu fais rentrer, donc c'est un peu. Excuse-moi le terme, mais ça te fait déjà chier de t'en priver au coup d'envoi et tu vas te faire coup double, tu vas te l'amputer pour tout le match carrément. Ça veut dire quoi aussi? T'es puni, mais pas trop? Ben justement, t'es coach, tu es pragmatique. T'as un vestiaire à gérer, il fait une erreur, il est puni vis-à-vis des autres, mais tu te punis pas toi entièrement en te disant je le fais pas rentrer du tout. Imagine, il rentre les 20 dernières minutes, il le met son doublé. Parce qu'il est vexé en plus. Parce qu'il est vexé en plus d'avoir été sur le banc. Mais t'as tout gagné là. Le vestiaire est content parce que. Catastrophique. Et puis il rate un but tout fait aussi. Et le coach, on lui a posé la question aujourd'hui. Il y avait une réponse quand même qui était importante, c'est qu'il a dit vous inquiétez pas, il sera titulaire demain. Donc Terem Moffi sera titulaire demain et j'espère voir un Terem Moffi complètement revanchard. Bon, voilà, ça c'était pour contre de cette semaine. Un petit mot rapide avec l'indiscret de Will de cette semaine. On parle beaucoup des JO en ce moment. Mbappé qui a priori ne les fera pas puisque le Real Madrid, qui est sûrement son prochain club, s'oppose à ce que les joueurs français participent aux Jeux Olympiques cet été en France. Quid de Khéphren Thuram, mon cher Will? Quid, aujourd'hui c'est pas trop une question que se pose le club. Pour tout un tas de raisons. Premièrement, où sera l'OGC Nice cet été? Est-ce que l'OGC Nice sera européen cet été? Est-ce que Khéphren Thuram sera toujours niçois cet été? Est-ce qu'il sera sélectionné au JO cet été? Alors là, il est dans la liste de Thierry Henry. Hein. Oui, dans la liste. Dans la dernière liste. Celle-là. Et puis si Khéphren... Avec les joueurs de plus de 21 ans. Voilà. Et c'est les U23 en fait. C'est ça. Et ça peut lui faire du bien d'aller avec Thierry Henry, qui connaît très bien la famille Thuram, qui a un recul total sur la saison, qu'il a lancé en Ligue 1 et qui a un recul total sur la saison de l'OGC Nice. Donc peut-être qu'on peut retrouver un Khéphren Thuram totalement métamorphosé qui ira au JO, ou peut-être qu'on va avoir un Khéphren Thuram qui va encore plus plonger avec Thierry Henry et que Thierry Henry ne va pas le prendre cet été. Enfin, il peut se passer tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, à l'instant, la position des dirigeants, on verra. Ouais. Voilà.
À ce rythme-là, Antoine, Khéphren Thuram, il va pas avoir beaucoup de clubs l'été prochain. Ah non, bah écoute, comme ça c'est pas plus mal pour l'OGC Nice, il va rester une tu saison. crois, toi Il s'y reste une Avec saison. ce Khéphren Thuram là? Non, mais il va rester une saison et là cette fois-ci peut-être qu'il va exploser l'année prochaine. Et il y a un problème dans cet argument, c'est que il lui reste un an de contrat. un an de contrat. Ah, il lui reste qu'un an de contrat. Donc si Khéphren Thuram ne part pas cet été, il partira libre en 2025 et il re-signera pas. D'accord. Mais non, comment vous voulez qu'un garçon re-signe dans un club où il s'éclate pas aujourd'hui? Oui, si l'entraîneur change, mais avec les si on coupe du bois. Alors pourquoi il s'éclate pas, Khéphren Thuram en ce moment? Il suffit de le voir. On lui demande trop de défendre. Non, pas du tout. C'est pas question de ça. C'est que même lui, mais il a une part là-dedans. S'il s'éclate pas, c'est pas seulement la faute de l'OGC Nice et de Francesco Farioli. Ouais, mais ça là-dessus, je le redirai encore et encore et encore. C'est un faux débat parce que Khéphren Thuram, c'est pas du tout un garçon qui s'en fout complètement de ce que fait l'OGC Nice, qui s'en fout complètement de ses prestations qui sont en deçà de ses capacités. Suffit encore de le voir complètement effondré sur la pelouse du parc pendant 10 minutes avec un Kylian Mbappé qui vient le voir, qui vient lui dire lève la tête, qui vient lui parler. Khéphren Thuram, c'est un super joueur de football, meilleur que Marcus Thuram. Sauf que Marcus Thuram, il a un mental 10 fois meilleur que celui de Khéphren. Tripoteur. Comment? Le tripoteur, Marcus Thuram. Tripoteur. T'as pas vu l'action Atlético Madrid, Inter à la Milan. Valderrama? À la Valderrama. C'était pas mal. Mais j'ai pas vu ça. Et Khéphren Thuram, alors par contre, juste un petit point que peut-être Francesco Farioli n'est pas très fan chez Khéphren Thuram, il n'aime pas trop qu'on porte le ballon. Francesco Farioli, c'est pas celui qui va demander à Khéphren Thuram. Khéphren Thuram dans cette équipe, c'est sa principale qualité. C'est peut-être là qu'il doit trouver le bon juste milieu et cette qualité dans la passe qu'il n'arrive pas et dans la frappe. Allez, on va passer à la suite de cette émission. On va parler bien sûr de ce match de la peur, comme je le disais tout à l'heure, contre Lens, donc samedi soir à Bollaert à 21h. Mon cher Antoine, c'est un match à gagner, à ne pas perdre, à quoi au final? C'est sûr que si tu le perds, alors là, tu te mets encore la tête plus au fond du seau, quoi. Donc, évidemment, il faut au moins aller décrocher un nul, aller s'arracher. Alors, Lens est dans une très bonne passe, mais Francaise a dit que Lens n'était pas Paris. Surtout son début de match. Il a trouvé que Paris avait fait un super début de match aussi contre Nice, Francaise en conférence de presse hier. Bon, après, il dit ce qu'il veut. Il trouve toujours que Nice est toujours très fort, sauf que ils sont dans une mauvaise passe, comme Lens l'avait été en début de saison, donc ça peut arriver. À un moment donné, il va bien falloir se réveiller. Peut-être que dans le Nord, on va se réveiller. Alors, ils sont en stage en ce moment, les Aiglons. Ils sont partis directement après. Non, pas directement. Ils ont dormi sur Paris et ils sont partis le lendemain sur la Belgique. Ils avaient calé ça dès que le calendrier était sorti, avec seulement 3 jours d'écart entre le déplacement à Paris et Lens. Ça servait à rien de rentrer sur Nice pour repartir. Donc, ils avaient fait ce choix-là déjà de base. Et finalement, c'est peut-être une bonne chose de se retrouver pendant 2 jours tous ensemble à discuter, à se retrouver pour autre chose que l'entraînement, manger ensemble, partager des repas. Voilà, c'est peut-être un moment de cohésion qui peut être bénéfique. Qu'est-ce que t'en penses, ça, François? Ça peut créer quelque chose. Ça peut créer quelque chose dans ce groupe-là de se retrouver à ce moment-là de la saison. Oui, bien sûr, les moules frites de... Et la bière, non, mais... petite bière, oui. peut-être. Non, mais bien sûr, oui, je pense que c'est un stage, c'est toujours profitable, notamment en courte saison, puis changer un petit peu d'environnement, quoi. Se retrouver ailleurs, ça peut retisser des liens, ça peut favoriser des discussions le soir au coin de, je sais pas, du feu, au coin du feu. Du feu, pourquoi pas. Il y a un élément important quand même, parce qu'on est en pleine période de Ramadan aussi, et le club peut avoir un peu plus de contrôle sur l'alimentation des joueurs qui pratiquent le Ramadan aussi, pendant le stage. Ouais, ils ont toujours. Après, ils ont un système mis en place que une nutritionniste notamment qui est vraiment attachée à ce que les concernés par le Ramadan mangent à telle heure. Ils sont pas laissés à délivrer à eux-mêmes en disant à toi de manger le matin et d'arriver après l'entraînement. Oui, ça change pas grand-chose. Ouais. En sachant aussi que ce qui est important, comme dans tout club, tous les clubs font ça. Même si les concernés par le Ramadan mangent avant, à l'heure des repas, ils doivent être avec l'équipe. Voilà, pour qu'il y ait encore de la cohésion, même si malheureusement ils regardent un peu les copains manger, ils doivent quand même être ensemble pour pas que ça crée des clans non plus. Evie, ce stage-là de 3 jours là, entre Paris et Lens, c'est quoi? C'est un stage commando? Non, ça me paraît très cohérent. Ça me paraît très cohérent par rapport à justement l'enjeu surtout qu'il y a. Donc l'équipe elle a besoin absolument justement d'une victoire
très vite d'un match positif, justement. Je pense que si on prend déjà un point, c'est déjà très, très bien. Mais je pense justement que cette décision, elle était vraiment très cohérente, quoi. Donc, ça va le faire de bien. Le quotidien, ça change, comme tu disais, et je pense que c'est bénéfique. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que Lens, ça va, c'est pas non plus... c'est pas le Paris Saint-Germain. Non, voilà, non, mais ils sont pas invincibles. Ils ont perdu contre Monaco 3-2 chez eux récemment. Contre Brest, ils ont gagné 1-0, mais Brest a dominé. Mais Brest mérite beaucoup mieux. Mais Brest méritait beaucoup mieux. Donc Nice peut le faire sur ses qualités intrinsèques. Voilà, maintenant Encore il faut-il faut retrouver retrouver la cet confiance. C'est ça. Oui. Il faut retrouver, François, cet esprit de combat, cet esprit de faire les efforts les uns pour les autres. Oui. Et puis, qui va jouer dans les cages aussi? Ça, c'est la question. Eh ben tiens. La question. Et c'est la question que tout le monde se pose. Maxime Dupé doit se demander si son heure regarde, est on va venue. essayer d'y répondre avec Will pour la compo probable. Allez, c'est parti. La compo probable donnée par Will pour ce Lens-Nice. Alors, tu as pu jeter le micro. Ne le jette plus. Et Nice va gagner. Tu vas voir. Ah oui. Il est gagnant en début de saison. Oh là là, il a fait. Mais pourquoi il fait ça maintenant? Mais il faut pas être superstitieux comme Ah, ça. alors pourquoi Mais tu jettes le micro alors? à chaque fois que Mef il se posait sur le fauconnier, normalement on gagnait. On gagne plus même quand il se pose sur le bras du fauconnier. Donc Bon. plus rien ne marche. Bon, alors, Alors, tu as mis Boulka dans les buts pour l'instant. Pour l'instant, mais en fait, c'était une petite erreur de ma part dans la préparation. Parce que ce sera vraiment, je pense, très compliqué pour Marcin Boulka de tenir sa place. Parce que même avec un masque, comme l'a dit le club, le traumatisme date d'il y a à peine 2 jours encore. Donc le coup, si reprendre un ballon à cet endroit-là, ce serait vraiment pas le top. Donc je pense vraiment que ce sera plutôt Maxime Dupé dans le but. On fait ça, tac, et on met Dupé à la place. Ouais, je pense vraiment. Ouais, ok. Donc après sur la défense, on a appris aujourd'hui que Melvin Bard touché au Parc des Princes à un moment donné en fin de match sur une situation où il se fait marcher dessus, il a nécessité des points de suture au tendon d'Achille. Donc Romain Perrault sera très probablement aligné à gauche d'une défense pour le reste classique, Lotomba, Todibo, Dante. Au milieu de terrain, il y a toujours une incertitude, mais il a été vraiment pris dans le groupe et pour ce stage avec cet objectif-là, qu'il soit présent à Bollaert pour ce match où il avait été déjà très bon l'année dernière quand Nice est allé gagner. Révélé, même. Ouais, c'est là qu'on avait vu à quel point il était très fort physiquement, il leur avait fait très mal. Donc Francesco Farolli a besoin aujourd'hui, avec un Hicham Boudaoui qui est lui aussi un peu touché au genou, avec un milieu de terrain qui manque, on en a parlé beaucoup, de cette capacité d'agressivité, de force dans les duels, et Youssouf, un petit peu revanchard. Même sur une jambe. Il est un petit peu revanchard, Youssouf. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il a manqué des matchs. Il y a des choses qui n'ont pas beaucoup plu ces derniers temps non plus. Donc je pense que l'OGC Nice comme Youssouf a besoin de ce match. Et donc on pourrait retrouver ce milieu de terrain avec toujours Kefren Turam et avec Morgan Sanson qui revenait de blessure contre Paris et qui pourrait avoir un peu plus de rythme dans les jambes pour Bollaert. Kefren Turam ou Alexis Claude Maurice, parce que c'est vrai qu'il fait des bonnes rentrées, Alexis Claude Maurice, ces derniers temps par rapport au niveau de jeu affiché par Kefren Turam. Ouais, c'est pas une folie, mais je sais que Francesco Farolli est très attaché au statut. En soi, Claude Maurice. Ouais, mais il est très attaché au statut et il a beaucoup de mal à se séparer. Ça fait partie un peu de ses côtés où il est très rigide, un peu à cheval. Et donc après, Kefren, à un moment donné, je peux pas croire qu'il va pas se sortir la tête de l'eau. Et c'est dans un match comme ça qu'on a besoin. Non, c'est dans un match comme ça qu'on a besoin de Kefren, je pense. Allez, on attaque. Et en attaque, Alors, ça aurait dû être l'attaque au Parc des Princes. Ouais. Pas de la board pour toi. Non, parce que il va relancer cette attaque qu'il désirait voir. Parce que Boga Il était étincelant. est exceptionnel, mais il peut en faire encore beaucoup plus. Moi, j'aurais aimé le voir faire. Il était très bon une minute. Oui, même j'ai envie de dire, dans la première mi-temps, il était bon 5 minutes en fait. Moi, j'aimerais le voir faire 4, 5, 6 fois ce qu'il a fait. Beaucoup, quand même, hein. Mais c'est pas grave, il est capable, surtout quand il défend pas. Il défend pas, ce garçon. Donc, tant qu'à faire, qu'il fasse des massacres balle au pied. Donc, pourquoi Boga? Guessant, c'est le meilleur attaquant de ces dernières semaines. Mais il se procure les situations. Il en a 3 contre Montpellier. On s'est tous ennuyés pendant 1 heure. Il est rentré une demi-heure, il en a eu 3. Mais il marque pas. Et oui, mais Guessant,
et Mofi, et passeur décisif pour Mofi Et au goal. voilà. Et Et voilà. pourquoi Guessant pas dans l'axe et Mofi à droite? Parce que Mofi, à la profondeur, Il est il est meilleur là-dedans, et dans un match à Il va l'extérieur, se t'as plus coltiner dans le saut quand tu même. pourrais avoir. Ouais, mais Mofi, il est capable aussi d'aller au combat. Et moi, là où je serais moins exigeant avec Mofi, moins en attente de Mofi et Guessant, je serais plus en attente de Sanson et Kefren à leur donner des bons ballons dans la profondeur et qu'ils soient en d'accord, situation. ouais, Everson, il est. Je suis il est d'accord content avec quand il- toi, William. Ça fait un petit moment déjà que je pense que on attend tous de ce milieu de terrain. Voilà. Merci Evie. Et on aurait besoin d'un Evie aussi au milieu de terrain. Hein et sur les coups de pied C'est arrêtés ce que je aussi. disais tout à l'heure. La force de coup Bah, franc de- c'est Youssouf un d'Evie. peu, hein, quand même contre Montpellier, il a mis un coup Ouais, franc. Everson est plus technique quand même. Oui, Evie Oui, plus oui. technique. Bah, merci. Evie Oui, plus mais technique. Ah, ça me fait plaisir. dans l'impact physique. Ouais, dis-moi, c'est un Brésilien. Ah oui. Dans l'impact physique. Champagne. Youssouf, il était comme Evie. Bon voilà, on a essayé d'être complet sur cette préparation de match face à Lens. Bah, il y a des sourires, il y a des rires sur le plateau. On essaye de vaincre Il cette faut. sinistrose. Il faut. Voilà, parce que de toute façon, on C'est connaît comme trop ça bien- qu'on sort du. Mais oui, puis on connaît du trop bien placard. l'OGC Ouais. Nice. On sait très bien Eh que oui. c'est des phases, ce club. Et Un puis coup, ça c'est va très surtout- bien, un coup ça va très Et mal. c'est surtout On a un l'habitude. club, c'est quand on l'attend pas du tout qui nous surprend. Bon. Il y a un cadeau cette semaine. C'est parti, le cadeau de la semaine. Alors, le cadeau de cette semaine, il faut pronostiquer évidemment le score entre Lens et Nice. On n'a pas beaucoup de gagnants ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de pronostics en faveur de victoire de l'OGC Nice. Donc du coup, derrière, il y a peu de gagnants. Là, Comme quoi, même nos spectateurs sont sont positifs, et confiants effectivement. encore. Allez, Lens-Nice, pronostiquez le score avec le nom des buteurs s'il y en a. Le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux sociaux et vous pouvez gagner donc 2 places pour le match entre Nice et Nantes. Ça sera à la fin du mois de mars parce qu'il va y avoir la trêve internationale la semaine prochaine. Donc 2 places à gagner pour cette rencontre. Le Souviens-toi. Allez, on y va. Un Souviens-toi consacré à Willan Cyprien. Quel joueur c'était Willan Mais oui, alors pourquoi Willan Cyprien? Parce que Willan Cyprien a joué longtemps à Lens, il a été formé à Lens avant Oui, de... formé. Parce qu'il avait commencé au Paris FC très jeune, après il a été formé à Lens. Et donc il a signé à Nice. Quand il signe à Nice, c'est en 2016. Donc il est capitaine de Lens en Ligue 2, il a à peine 21 ans. Et Nice le recrute pour à peine 2 millions d'euros, 1,5 million, 2 millions d'euros. On voit les photos là avec Souquet, Arnaud Souquet en particulier. Il avait recruté 6 joueurs, donc c'est l'année où Nice recrute Balotelli, Dante, Belanda, Seri. Non, Seri était avant. Non, Lucien Favre. Hein, Oui, l'année de Lucien Favre, l'année de Oui, Lucien Favre. série aussi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est cette année-là, la première année qu'il fait à l'OGC Nice, donc c'est en 2016-2017. Nice termine 3e, mais il fait une année vraiment exceptionnelle, avec 9 buts et 3 passes décisives. Aux portes de l'équipe Ouais. de France. Alors, donc, il est aux portes de l'équipe de France. Il a une Regarde, on présélection. voit un but là contre Marseille. Voilà. Alors, donc, il a une présélection en équipe de France. Ça, c'est son premier but avec Nice. Donc, quand il gagne 3-2 contre Marseille, là où il y a le fameux doublé de Regarde Balotelli. pas François, c'est contre Saint-Étienne. Là, c'est contre Saint-Etienne. Regarde, ferme les yeux. Pan, Allez, boum va chercher. dans le Lulu. Aïe, 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 aïe. Alors, on a choisi 5 frappes de loin. Donc, Parce que c'est un c'était- adepte. Hein. Voilà, Au alors, parc, ouais. alors c'était un milieu relayeur qui était très intelligent, qui se projetait beaucoup, qui était très bon sur coup de pied arrêté et qui avait une grosse frappe de balle. Bon, et toujours, parce qu'il est toujours en activité, il joue à Parme en Série B. Là, on le voit contre Toulouse, je crois. Non, Non, c'est Saint-Etienne. encore Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est Notre quand ami Ruffier. Ah, la ouais, rue. voilà. Dur. Il aimait bien aller chercher le ballon au fond. Ruffier. Voilà, il revient de sa grosse blessure. Et là, c'est contre Toulouse. Voilà. Alors, donc, il fait une super première année, mais en mars, pour le sprint final, et contre Caen, il se blesse. Voilà, en 2017, les ligaments croisés. Ouais. Donc, pendant 9 mois, plus de Willan Cyprien qui revient difficilement. Donc là, on peut voir donc C'était dur. Hein. une blessure. Donc après, il a du mal à revenir. Il fait une autre demi-saison où il retrouve jamais vraiment son niveau. Après arrive Vieira. Donc sous Vieira, il fait une saison mitigée en 2018-2019 et en 2019-2020, il revient bien. Et Et il y a le Covid. oui, alors, mais d'abord, il fait je crois qu'il est à 8 buts, 4 passes décisives en 20 matchs, donc ce qui est quand même une super perf. Il retrouvait un peu son niveau, même s'il avait moins de coffres que sa première année. Il retrouve un peu son niveau dans un rôle de sentinelle avec Vieira. Il porte même le brassard de capitaine de l'OGC Nice.
Mais en 2020, avant le Covid, en janvier, il se pète musculairement contre Lyon en Coupe de la Ligue. Et là, d'ailleurs, je crois qu'on va voir les images. C'est son dernier match avec Nice. Quand on le voit partir comme ça avec Lyon, contre Lyon, c'est son dernier match avec Nice. Et donc, ça se finira assez mal avec l'OGC Nice, puisque ensuite, il fait plus partie des plans de Patrick Vieira. En 2020, il est dans le loft. Et il veut pas le prendre. Est-ce qu'on lui reproche? Il est banni de l'effectif pro. On lui reproche son manque de sérieux hors du terrain. Enfin, Patrick Vieira notamment. Oui, il peut peut-être en parler parce que je sais qu'il était dessus à ce moment-là. Ils se sont un peu perdus avec Adrien Tamézé. C'était des bons potes et puis ils en faisaient peut-être plus assez dans le travail invisible, dans l'extra sportif, et ils se sont pris en grippe avec Patrick Vieira qui les a carrément très exigeant là-dessus. Et qui les a carrément envoyés en réserve. Il les a sortis du vestiaire professionnel à la dernière saison, et donc là il aura vraiment brisé tout espoir de pouvoir revenir. On a dit une bêtise tout à l'heure, série c'est bien avant, puisque série c'est sous Puel. Par contre tu disais relayeur, et même Lucien Favre qui était tombé amoureux complètement de Willan Cyprien, mais vraiment il le mettait en sentinelle même, parce que justement il avait cette capacité avec dans la première relance et même d'aller marquer. À Lorient il fait des matchs incroyables. En fait c'était la révélation de la saison, même s'il y avait Dante Balotelli qui était arrivé cette saison-là, qui avait fait un bien fou, Belanda aussi, mais Willan était la révélation et qui aurait dû être international s'il n'y avait pas eu cette blessure. Oui, je me souviens. C'est le classique numéro 8 qui pouvait justement, avec cette qualité de sortir le ballon proprement de plus bas, mais d'arriver un peu à porter dans la distribution un peu plus haut et pouvoir marquer dehors de la surface, quoi. Un super frappe de balle. Un peu comme toi tu faisais. Ouais, mais bon, lui, il avait cette capacité, je pense, de jouer. En fait, lui, il voulait pas. À mon avis, il ne voulait pas jouer en sentinelle parce que justement, il a pris goût de marquer, d'être décisif. Donc ces joueurs-là, c'est un peu comme Thuram aujourd'hui, qui veut absolument être décisif. Et ça, c'est tout à fait à l'honneur de l'équipe. François, c'était un pur sang, Willan Cyprien. C'était un joueur qui avait des gestes très limpides, il avait une vitesse d'exécution et c'était vraiment, moi il m'avait beaucoup impressionné. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vraiment retrouvé. Et la Parme, c'est compliqué. Alors ce qui s'est passé, donc quand il est parti à Parme, il est arrivé en 2020 hors de conditions physiques, il fait que 13 bouts de match. Parme descend en série B. Voilà, donc tout va mal pour lui. Donc il est prêté à Nantes la saison d'après, où d'ailleurs il gagne la Coupe de France contre Nice, mais il rentre en fin de match, non ? Ouais, je crois qu'il rentre en toute fin de match. Il gagne la Coupe de France. Il gagne quand même la Coupe de France, mais sans vraiment retrouver le vrai niveau qu'il avait à Nice au début à Nice. Ensuite, il est prêté par Parme à Sion en Suisse. C'est là où tu as joué ? Non, c'était à Balotelli. IB. Ah oui. Donc, il est prêté à Sion. Sion est relégué. Et puis, lui, il fait une demi-saison, il fait que 17 matchs. Là, de nouveau cette saison, donc Parme est en série B. Il est retourné à Parme. Pendant les 6 premiers mois, il n'a pas joué, une blessure. Toujours, il est souvent blessé. Mais là, depuis décembre, il est revenu dans le groupe et il est apparu 11 fois d'affilée. Il a fait 4 matchs titulaires et il a marqué 2 buts. Bon. Et il a, donc, avant le match Lens-Nice, il a été interrogé par nos confrères de la Voix du Nord cette semaine, où justement, il disait que tout est en train de se rallumer. Et Willan Cyprien n'a que 29 ans. Donc, on croit... parce qu'il a commencé très tôt. On lui souhaite de revenir à encore un meilleur niveau, et parce que c'était un joueur quand même qui avait un vrai talent. Mais par mes premiers de série B, non ? Par mes premiers de série B. Voilà, donc il peut remonter l'année prochaine en série A. On lui souhaite de rejouer en série A et de briller dans le championnat italien. Un beau joueur, Willan Cyprien. Et personne, merci beaucoup. Merci à vous, ça a été super de partager ce moment. Tu reviendras quand ça sera un peu plus... Les résultats seront bons. Je serai là. Je suis sûr qu'il va porter bonheur. Et oui, avec son sourire comme ça, l'allégrie. C'est ça. Messieurs, merci. Nous aussi, on garde le sourire malgré tout dans cette situation. Merci à Chloé Wargard, Sophie Nonce et Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. On souhaite évidemment bonne chance aux Aiglons pour ce match ce week-end à Lens. On se retrouve très vite. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. À bientôt, bye bye.